se ka wuli ni yɔrɔ in Jabate. Ɲɛgɛ min ka ɲi y'a faamu dɛ Kamina a man ɲi sela dɛ Jabate. Mɔgɔw ladege Buranado. À l'occasion de ce forum dédié aux nouvelles tendances du droit de la mer et à l'occasion duquel forum nous avons l'immense plaisir, l'honneur de recevoir le professeur juge au tribunal du droit de la mer, le professeur Tafsir Malik Ndiaye, qui va nous entretenir sur ces tendances nouvelles qui gouvernent le droit de la mer et qui est réservé, destiné à nos étudiants, aux professionnels qui interviennent dans le secteur des activités maritimes en général, et pas seulement du droit de la mer, et à tous ceux qui, de près ou de loin, sont soit des utilisateurs ou des praticiens tout simplement du droit. Je me réjouis de la présence à mes côtés du professeur Ibrahim Khalil Diallo, que vous connaissez bien, qui fait partie des piliers du Centre Enmar et que je n'aurai de cesse de remercier pour son accompagnement, témoignant ainsi une amitié qui date de très longtemps et qui à chaque fois est à nos côtés pour poursuivre le projet de développement du Centre Enmar. Merci professeur. Je voudrais également me féliciter de la présence du professeur Abdoulhamid Diop, qui en fait a été l'initiateur de ce forum, qui, au détour d'une rencontre avec le professeur Tafsir Malik Ndiaye, lui a proposé de venir faire une conférence au Centre Enmar et ce dernier a accepté spontanément cette offre. Nous nous en réjouissons vraiment à sa juste valeur et par ma voix, je voudrais remercier encore une fois le professeur Tafsir Malik Ndiaye d'avoir bien voulu nous consacrer cet après-midi, partager avec nous cette ambition de faire du Centre Enmar un véritable pôle de rayonnement de l'activité maritime dans la sous-région africaine et du centre. Je voudrais, pour terminer mon propos,
remercier toutes les personnalités ici présentes du monde professionnel maritime, du monde judiciaire, du monde des barreaux, les étudiants du Centre Mar, les étudiants d'autres universités qui ont bien voulu se joindre à nous cet après-midi pour partager ces moments d'échange, d'expérience et de connaissance. Je ne vais pas m'attarder sur des discours parce que je sais que nous sommes là pour écouter, entendre et apprendre du professeur Tafsir Malick Ndiaye. Et pour l'introduire, je voudrais bien que monsieur le professeur Khalil Diallo prenne la parole pour vous présenter le professeur Tafsir Malick Ndiaye. Je vous remercie. On signale que la liaison est établie avec l'Université de Nantes et cette conférence se déroule en visioconférence et les étudiants de l'Université de Nantes sont là, derrière nous. Je voudrais les saluer l'équipe pédagogique de Nantes et tous les professeurs qui y ont bien voulu participer à l'œuvre de délocalisation du Master Droit et Sécurité des activités maritimes et océaniques à Dakar. Bienvenue à cette session. J'espère que c'est une première et qu'on aura l'occasion de répéter de telles initiatives. Voilà, professeur, vous avez la parole. Voilà, donc je voulais les présenter d'abord en image pour que les gens voient effectivement un certain nombre de choses. Professeur et conférencier, cette photo, vous pouvez la voir sur le net, dans Wikipédia, il est présenté, une très belle photo. Ça, c'est le conférencier, et qui est également dans le dernier volume écrit du droit. Le juge, oui, dans sa tenue de travail, son lieu de travail, tribunal du droit de la mer, à Hambourg. C'est vrai, sur les documents, il y a une petite erreur. C'est le tribunal du droit de la mer. Voilà, c'est pas le tribunal de la mer, le tribunal du droit de la mer. Voilà. Et ça, c'est avec ses collègues, ils ne sont pas nombreux, c'est une vingtaine. Il est derrière, dernière rangée à gauche. Voilà, c'est toujours bon à savoir et bon à voir. Voilà, ça c'était à l'occasion, c'est cette année, à l'occasion du 20e anniversaire du tribunal. Voilà, le 18 mars. C'était à la même occasion. Et là, c'était la conférence qu'il a eu à faire à cette occasion-là. Et là, c'est avec l'ancien EG des Nations Unies, Ban Ki-moon, qu'il avait tenu à le féliciter à la fin de sa prestation. Tous ces documents sont dans le site du tribunal. C'est les documents que j'ai trouvés dans le site du tribunal, ce n'est pas lui qui nous a offert. Donc, ceux qui veulent les voir sont dans le site, dans la galerie de photos du tribunal du droit de la mer. Voilà. Le thème, c'est les tendances du droit de la mer. Je ne vais pas faire ça à sa place, mais pour dire simplement, qui veut traiter de ce thème doit nécessairement partir de la convention que vous connaissez bien certainement sur le droit de la mer, Montego Bay. Pourquoi j'évoque Montego Bay? C'est très important quand on parle de cela avec le professeur Tafsir Malick Ndiaye. Qui parle de Montego Bay, manifestement, vous ne pouvez pas ignorer le professeur René Jean Dupuy, français, qui est un peu l'un des pères fondateurs, l'un des concepteurs, l'un des rédacteurs, l'un des penseurs de la Convention de Montego Bay. Donc si on parle de Montego Bay, René Dupuy, c'est dire aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut faire après ces travaux faits par René Dupuy et son équipe. Maintenant, pourquoi je convoque René Dupuy? C'est pour dire qu'à l'époque, il avait dans son staff un assistant sénégalais au Collège de France à la chaire du droit international. Et cet assistant, à l'époque, c'était Tafsir Malick Ndiaye. Ce n'est pas fortuit, parce que simplement, Montego Bay, vous vous rappelez, c'est 10 décembre 82, signature. Et la présence de Tafsir aux côtés du professeur René Jean Dupuy, c'était dans les années 80. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous savez la relation entre un assistant et un professeur, vous imaginez ce que ça veut dire. Le professeur, c'est lui qui apparaît, c'est lui qui parle,
C'est à lui qu'on attribue tout l'auréole, mais le laboratoire, les penseurs, les rédacteurs, les concepteurs, qui sont dans le noir, c'est la task force du professeur, une équipe constituée par un certain nombre d'assistants. Et parmi lesquels il y avait effectivement Tafsir Malick Ndiaye. Ce que je veux dire également, cela veut dire simplement que pour parler de Montego Bay, nous ne pouvons pas trouver personne mieux indiqué que lui. Pour parler des perspectives et de nouvelles tendances du droit de la mer, on ne peut pas non plus mieux choisir que Tafsir, parce que, évidemment, ces tendances-là ont pour matrice, ont pour constitution, ont pour base cette Bible qu'est la Convention de Montego Bay. On part de là pour parler de nouvelles tendances, évidemment. Et si on a la chance d'avoir parmi nous, comme conférencier, celui qui était à l'origine, à la conception même de la Convention, dans l'équipe du père de la Convention, je pense que le Centre Aymar a bien choisi et c'est vraiment, j'en suis heureux. Alors, il est juge au tribunal. J'ai une diapo qui a dû sauter, je crois. Il a été élu au tribunal parce que les juges sont élus. Les juges sont élus. Et lui, il fait partie des premiers élus du tribunal. Le tribunal, c'est 1996. Il a été mis en place. Il a été élu en octobre 1996, effectivement. Et dans le tribunal, il a eu beaucoup de fonctions. Je ne parlerai que celles que j'ai choisies les plus significatives pour moi. Par exemple, je suis pendant de longues années, à partir du octobre 2011, président de la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux pêcheries. Donc, ce qui était problème de pêcherie, effectivement, c'est la Chambre qui règle cette question-là. Il en était président pendant de beaucoup d'années. Il a, dans le cadre de ce travail-là, exprimé beaucoup d'opinions, non seulement par l'élaboration des décisions, mais surtout, c'est la patrie du tribunal, c'est que si on n'est pas d'accord, on peut exprimer des opinions dissidentes ou des opinions individuelles. Et ça, une opinion dissidente ou individuelle, ce n'est pas un papier d'une page ou 2 pages, c'est carrément un article d'une trentaine de pages, d'une quarantaine de pages, d'une très grande qualité scientifique. On ne dit pas « je ne suis pas d'accord » ou « voilà mon opinion personnelle », simplement pour se faire voir. Mais il faut un argumentaire, il faut exposer, il faut présenter. Et ça, scientifiquement, effectivement, c'est très balèze. Vous le trouverez tout à l'heure, je vais en parler, dans son dernier ouvrage paru en novembre 2017, donc il y a quelques jours. Parmi celles qui m'ont le plus marqué, parce que je l'ai lu de façon approfondie, quelques décisions, opinions dissidentes qu'il a eu à émettre. Par exemple, pour centrer au droit de la mer, l'affaire du Saïga, navire Saïga, 1999, Saint-Vincent et Grenadines contre République de Guinée. Autre affaire, navire Virginia G, Panama, Guinée-Bissau, 14 avril 2014. Ou alors, le Nostar. Le Nostar, c'est beaucoup plus récent, Panama contre Italie, exception préliminaire soulevée par l'Italie, arrêt rendu le 4 novembre 2016, et voilà la décision du tribunal qui s'est prononcée, et là aussi, effectivement, 21 voix contre 1. Là également, effectivement, il a eu à émettre une opinion assez remarquable. Maintenant, ça c'est au niveau du tribunal, je ne vais pas en dire davantage, parce que ce n'est pas l'objet de ce travail-là. Il fut au Sénégal rapporteur de la Commission nationale de réforme du code électoral. C'était en 1991, donc 5 ans avant qu'il n'aille à Hambourg. Alors, cette commission de réforme a débouché sur la révision de la Constitution. Je me rappelle à l'époque, j'enseignais à l'université avec lui. Je n'avais pas eu l'avantage d'être très proche, mais j'étais très proche de notre membre de la commission. On l'appelait à l'époque la commission cellulaire, commission Kebambaye. Et cette commission était très célèbre à l'époque. Je me rappelle, j'avais demandé au professeur Kader Boye à l'époque, que je connaissais mieux, qui était avec qui j'étais très copain. Je disais à Kader, attention Kader, vous engagez votre responsabilité et votre crédibilité en vous associant aux hommes politiques pour rédiger des textes de ce genre. Il faut faire très attention. Évidemment, j'ai eu tort en définitive, parce que la présence de Tafsir Malick ont permis, effectivement, d'avoir chez nous des avancées démocratiques extrêmement importantes.
Je prends seulement pour exemple quelques exemples. La majorité électorale à 18 ans. La limitation du nombre de mandats du président de la République à 2 ans, à deux mandats. Les candidatures indépendantes. Les coalitions politiques. La compétence des cours des tribunaux en matière de campagne électorale. L'introduction de cartes bloquant à l'élection présidentielle. Ce sont des avancées démocratiques exceptionnelles que nous devons à cette révision de 91 par la commission cellulaire dont le professeur Malingué était le rapporteur. Encore une fois, quand vous avez le président Kebambaye, effectivement, la commission s'appelle commission Kebambaye. C'est comme je dit tout à l'heure avec Jean Dupuis, c'est qui récolte les fruits. Mais dans le fond, il y avait des grands penseurs, des gens qui travaillaient de l'ombre, des gens qui pouvaient passer des nuits en train de concevoir, de changer des virgules et de mettre en place des concepts. Et c'était rapporté cette commission cellulaire qui a fait à l'époque un excellent travail, duquel certainement nous devons effectivement, auquel travail plutôt nous devons, je pense certainement, quelques années plus tard, les changements démocratiques qu'il y a eu, les alternances qu'il y a eu, c'est un peu la constitution qui nous a permis d'aboutir à toutes ces choses-là. D'autres interventions, conflit Sénégal-Guinée-Bissau, délimitation des frontières, un conflit douloureux, effectivement, dans le cadre duquel il a été impliqué à l'époque et il était l'un des en 86, entre 86 et 91. Il y avait beaucoup d'étapes. Il y a d'abord le tribunal arbitral de Genève. Ensuite, il y a eu la Cour internationale qui s'est emparée de la chose. Donc, il y a eu beaucoup de faits qui ont permis au Sénégal de triompher dans le cadre de ce conflit-là. Il a fallu avoir effectivement des conseils de très très grand niveau. Je pense, s'il ne me démentit pas, il y avait certainement lui et le professeur Ibou Diaité, je crois, mais surtout lui, qui ont permis effectivement, non seulement au tribunal arbitral de Genève, mais également à la CIJ, de faire en sorte que le Sénégal défende ses positions et triomphe dans le cadre de ce fameux contentieux. La négociation de la dette commerciale du Sénégal au Club de Londres, c'est également lui, en 1989. Il fut également expert de la coalition mondiale pour l'Afrique à Washington. Donc ça, c'est un peu... c'est pas seulement, si on ne connaît pas, on peut se poser des questions, mais l'apport qu'il a pu amener pour le Sénégal dans ces différentes dates qui marquent l'histoire de notre pays, est effectivement très importante pour qu'on sache vraiment qui est l'homme de ce point de vue-là. L'un des ouvrages qu'il a rédigé, et que j'ai jusqu'à présent avec moi, c'est Machiavel premier, droit international. C'est des ouvrages qui ne sont pas seulement académiques, qui sont à la fois un intérêt académique, mais aussi un intérêt très pratique. Si bien que les professionnels y tirent leur compte, les chercheurs y trouvent leur compte, et bien sûr, les théoriciens y trouvent leur compte également. Ce ouvrage est paru en 92 au NEA. Le dernier, que Ousmane a entre ses mains là, un chef-d'œuvre de 1300 pages, écrit de droit, paru aux éditions Feu de Brousse il y a quelques semaines. Non, pas quelques semaines, c'est maintenant, c'est en ce mois-là, c'est en novembre. Nous ne sommes pas encore en décembre, nous sommes en novembre. Voilà, qui fait 1300 pages. 1300 pages, c'est vrai, c'est un peu la compilation des différentes contributions qu'il a y à avoir, mais chacune d'elles est un monument scientifique exceptionnel. Les opinions dissidentes, d'habitude, ce n'est pas de ce genre, mais je disais encore, comme il est adossé à d'abord une première profession d'universitaire, toutes ces opinions dissidentes, c'est des articles scientifiques de très très haut niveau. Je ne vais pas finir sans, évidemment, c'est par là que je vais commencer, évidemment. Quand je dis c'est un professeur, on le revendique toujours, je dis toujours à la faculté, Tafsir, c'est pas, on l'a envoyé comme ambassadeur à la cour de Hambourg, mais Tafsir est d'abord de la faculté de droit. C'est un professeur de la faculté de droit. Il a eu à enseigner, il a eu à avoir des étudiants à l'époque qui aujourd'hui sont de très 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 grands maîtres. Exemple, le professeur Ibrahim Ali. Ibrahim Ali, qui fut son élève, qu'il a tiré. Aujourd'hui, Ibrahim Ali, c'est une référence à la faculté de droit. Et bien d'autres, et bien d'autres. Et bien d'autres. Donc, par rapport à ça, je dis, la fac doit revendiquer d'abord son appartenance à la faculté de droit, d'autant plus qu'il a été pendant longtemps directeur du Kédila.
Pendant longtemps, il a dirigé le Crédit là, et ça aussi, effectivement, chez nous, le Crédit là, c'est une top référence en matière de recherche et de publication. Pour terminer, si je dois résumer Tafsir en quelques mots, parce que j'ai eu le privilège de le pratiquer davantage il y a ces 3 dernières années, je le connais un peu plus que par le passé, y compris de façon assez particulière, comme aime taquiner Ousmane Touré, effectivement. Je peux dire, c'est des mots que j'ai choisis. Ce n'est pas une invention. Ce n'est pas pour faire plaisir. Tafsir, c'est la générosité, la disponibilité, l'humilité, la courtoisie, l'élégance, l'éloquence, la fidélité. Chacun de ces mots a été pesé. Et je ne dis pas, pour ceux qui me savent, je ne dis pas des choses pour faire plaisir. Et quand je dis ceci, je peux, pour chacun des mots, justifier le pourquoi. Mais ce n'est pas peut-être le... Maintenant, pour dire que ce n'est pas inventé, je justifie ceci par le fait que, je l'ai dit tout à l'heure, dans la préface, Amadou Lamine Sall le domicile, le rattache au Saloum, à Kaolack. Il dit, mais tiens, on te rattache également à Saint-Louis. Oui, origine saint-louisienne, mais naissance et grandi dans le Saloum. C'est un vrai Sénégalais. Pas seulement de par son nom patronymique, mais par son attachement au pays, son ancrage au pays. Maintenant, pourquoi tout ceci? Tout ceci, c'est parce qu'effectivement, c'est un homme, je pèse mes mots, très, très, très pieux. Très pieux, je pense que l'imam Rahim Seck ne me démentira pas, parce que Tafsir aussi, c'est pas parce qu'il est en costume cravate avec son chapeau britannique, mais c'est un imam. Allez-y à Anne-Maris, à la cité Imorama, vous verrez, la mosquée est en face de chez lui. Il officie dans cette mosquée avec l'imam Rahim Seck qui est là présent. Il faut ouvrir la prière avant qu'on commence la conférence. Très bien, très bien. Cela veut dire, quand on est pieux, ça c'est des qualités d'un homme pieux. On ne peut pas être pieux sans avoir toutes ces qualités. Parce que c'est ça que Allah recommande, le prophète recommande. Ce sont des qualités, effectivement, qu'on doit trouver chez quelqu'un qui est très pieux. Effectivement, il a un air très trompeur. Quand on le voit, on dit « Toubabe », qui est type de Toubable. Alors que la connaissance du pays, la connaissance de la science islamique, effectivement, je pense à précéder plutôt ce qui est devenu juge et professeur. Étant entendu, je suis convaincu que ce sont des piliers qui l'ont permis, effectivement, d'arriver à cette excellence. Voilà. Je termine par cette formule, effectivement, que la mer n'est ni une poubelle, ni un champ de bataille, mais bien un garde-manger. Et en tant que tel, effectivement, c'est le tribunal de Malik qui est gardien de la mer, qui est gardien de cette vaste étendue, qui doit nous pourvoir à manger, mais ce n'est pas une poubelle, ce n'est pas non plus un champ de bataille. Voilà, Tafsir, vous avez la parole. Chers collègues de Dakar et de Nantes, distingués participants, mesdames, messieurs, en vos rangs, grades et qualités. C'est pour moi un immense honneur et un plaisir de me retrouver parmi vous et de prendre la parole ici. Je dois dire que c'est pour moi d'abord une dette à payer, parce que d'habitude je passe au Sénégal très, très peu de temps, et à chaque fois, les institutions comme la vôtre me demandent de prendre la parole, et je n'ai jamais l'occasion. Cette fois-ci, justement, je veux prendre la revanche et précisément répondre à cette demande. Ah, est-ce qu'il faut que je prenne ça? Ah, je suis confus. En écoutant mon petit frère, monsieur le professeur Khalil Diallo, je me demandais de qui il parlait, en fait. En partant d'ici, lorsque j'étais élu à New York, en 1996, j'avais laissé ici un jeune brillant professeur. Et au retour du Sénégal, j'ai trouvé un moufti en plus. C'est un garçon qui est très impressionnant. Je dois dire qu'à chaque fois qu'on me parlait de droit maritime, je me dis, mais je dors tranquille parce que j'ai laissé à Dakar Ibrahim Khalil Diallo. Et je vois mon neveu également, Benda Diagne. J'avais été invité par les gens de Nice à sa thèse. Je me dis, au moins, le Sénégal est bien représenté. Je peux aller tranquillement dormir à Hambourg.
Mesdames, Messieurs, 3 chefs d'État vont voir le bon Dieu. Le premier arrive et lui dit, Dieu le Père, j'ai un problème de pay rise, j'ai un problème avec ces syndicats qui me demandent l'augmentation des salaires. Quand est-ce que j'en verrai la fin? Le bon Dieu lui dit, mon ami, ce sera dans 50 ans, ce ne sera pas sous ton règne. Il part dépité. Arrive le second qui lui dit, Dieu le Père, j'ai des ennuis avec le terrorisme. Quand est-ce que j'en verrai la fin? Même réponse, dans 50 ans, ce ne sera pas sous ton règne à toi. Arrive le troisième chef d'État qui lui dit, Dieu le Père, j'ai un problème avec le pillage de mes ressources et la délimitation de ma zone de juridiction. Quand est-ce que j'en verrai la fin? Le bon Dieu lui dit, mon pauvre ami, ce ne sera pas sous mon règne à moi. Mesdames, Messieurs, l'article 13, alinéa 1A de la Charte des Nations Unies, énonce, je cite, « L'Assemblée générale provoque des études et fait des recommandations en vue de, petit a, développer la coopération internationale dans le domaine politique et encourager le développement progressif du droit international et de sa codification. » Fin de citation. Sur cette base, comme vous le savez, 2 conférences de codification ont eu lieu dans le cadre des Nations Unies. En 1958 d'une part et en 1960 de l'autre. Ces 2 conférences, comme vous le savez, 2 conférences de codification ont connu des échecs successifs, des échecs retentissants. La communauté internationale s'est alors demandé qu'est-ce qui justifiait la convocation d'une nouvelle conférence de codification destinée à régir le monde, destinée à régir les océans. On s'est aperçu qu'il y avait des faits nouveaux qui sont intervenus. Et ces faits nouveaux, c'était d'abord et avant tout l'accession, ou plutôt le retour à l'indépendance de nombreux d'États, en particulier les États africains. À ce moment, on s'est rendu compte alors que, comme le dit le professeur René-Jean Dupuy, mon grand maître, effectivement que le vent de la révolte avait également soufflé dans les mers et sur les océans. Il suffit de rappeler quelques dispositions clés, quelques résolutions clés de l'Assemblée générale des Nations unies. D'abord, la fameuse résolution 15-14-15, qui pose le problème du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et pas du droit des peuples à disposer des autres. 1. 2. La fameuse résolution 1803-17, relative à la souveraineté permanente sur les ressources naturelles. 3. La fameuse résolution 32-81, instituant la charte des droits et devoirs économiques des États. Et enfin, la fameuse résolution 32-02, qui instituait ce qu'on appelle le nouvel ordre économique international. Ce mouvement de doctrine, ce mouvement exhortatoire a poussé précisément les États à rechercher précisément un système normatif qui pouvait régir les océans. C'est ainsi que, comme vous le savez, la 3e conférence des Nations Unies sur le droit de la mer a été convoquée et a été le siège d'une négociation sans précédent qui a duré 9 années, 1973 à 1982. Cette convention a, comme vous le savez, réuni l'ensemble des États du monde. Et son objet était, comme vous le savez, de répartir et de partager les États entre les différents États, la mer entre les différents États dans le monde. Et dans son préambule, la Convention dit, je cite, que la codification et le développement progressif du droit de la mer réalisés contribueront au renforcement de la paix, de la sécurité internationale, de la coopération et des relations amicales entre toutes les nations. Fin de citation. Voilà, si vous voulez, rapidement esquisser les enjeux qui vont indiquer les nouvelles tendances du droit de la mer, nouvelles tendances qu'on peut apprécier comme étant des défis et des perspectives pour ce nouveau droit de la mer. Je dois vous indiquer en commençant que la version anglaise de ce que je vais vous raconter est parue la semaine dernière dans la revue britannique State Practice of International Law Journal. Vous avez une approche plus approfondie que je laisserai pour votre bibliothèque. Il y a, comme vous savez,
à l'époque, pendant les siècles passés, on parlait de flubustes, de gens qui avaient les moyens précisément de ramasser tout ce qui était en mer. Ça donnera plus tard ce qu'on appellera plus tard les pirates. Et les concepts de base qui ont donné le droit international lui-même sont partis de là-bas. Le premier concept, vous le savez, c'est le concept développé par l'inventeur du droit international, le Hollandais qu'on appelle Grotius. Grotius, c'est Lee Hugo de Groot en hollandais. Et Voltaire disait que le hollandais n'était pas une langue, mais affection de la gorge. Alors, il a développé cette théorie du mare liberum. Parce que la Hollande était effectivement à l'époque la première puissance maritime. Et comme vous le savez, c'est l'accordaire qui le dit, entre le fort et le faible, la liberté opprime toujours, et c'est la loi qui a franchi. Et lorsque les Britanniques ont vu, les Anglais à l'époque, ont vu effectivement que les Hollandais dominaient tout, ils sont passés du principe de mare liberum au principe de mare clausum avec Selden. Maintenant, avec la mondialisation, on parle de mare nostrum, la mer mondialisée. La mer a l'espace maritime a 4 dimensions. Est-ce que je peux vous le traiter rapidement. Vous avez la surface de la mer, la colonne d'eau, le sol et le sous-sol marin. Ce sont ces 4 espaces qui vont déterminer ce qu'on appelle le ocean space. Et tout le débat, toute la difficulté va être précisément de régler, de partager les océans dans le monde à partir, en tenant compte de ces 3 dimensions, de ces 4 dimensions. La surface de la mer, la colonne d'eau, le sol et le sous-sol marin, chaque espace ayant un régime spécifique que la Convention précisera. Donc, c'est donc cette Convention qui a été ouverte à la signature le 12 décembre 1982, qui a donc 35 ans. Les Nations Unies nous ont invités à prendre la parole au mois de décembre pour fêter justement le 35e anniversaire de cette convention. Cette convention, comme vous le savez, est entrée en vigueur en 1994. Elle a donc 23 ans d'existence juridique légale. Et cette convention, aujourd'hui, comme vous le savez, compte 168 États partis. Aujourd'hui, pour être élu juge au tribunal international, comme à la commission des limites plateau continental, vous devez avoir 110 États pour voter pour vous. Alors, la Convention, donc, est conçue, comme vous le savez, comme la constitution des océans, pour reprendre le mot de Tomiko, qui était le président de la Convention, de la négociation, la dernière négociation de la 3e Convention. Constitution des océans, destinée à régir l'ensemble des aspects des ressources comme des usages des océans. Et cette convention a été complétée par 2 instruments juridiques. D'une part, la résolution 48-362 de 1994 relative à la partie 11. La partie 11 est la partie qu'on appelle la zone internationale, au-delà des juridictions nationales. Comme vous le savez, il y avait une rivalité terrible entre les pays développés du nord, de l'ouest, et les pays en développement, et qui ont fait que les États n'ont pas pu se mettre d'accord, au point que les pays occidentaux ont dû concevoir cette résolution, cette partie 11, qui remplace précisément cette nouvelle partie 11 de la Convention. Je vous indiquerai d'ailleurs tout à l'heure le régime applicable. À côté de cette résolution 48-362, vous avez également l'accord de 95 qui traite des stocks chevauchants, des questions de pêche. Comme vous le savez, la question des stocks chevauchants destinés à créer ce qu'on appelle la durabilité n'existait pas, n'était pas prévue par la Convention. Parce que, effectivement, la Convention avait seulement conçu la notion de zone économique exclusive, je reviendrai tout à l'heure, et on s'est rendu compte, effectivement, avec ce qu'on appelle la pêche illicite, je reviendrai tout à l'heure également, il fallait passer de la logique statique à une logique dite de durabilité. Sustainability in English. C'est la logique de stabilité destinée précisément à se doter de moyens destinés à asseoir une politique pour protéger les stocks de chevauchants, straddling fish stock. La Convention donc apparaît comme exhaustive et d'une grande autorité. Et les rares États
qui n'ont pas encore adhéré à la Convention, comme les États-Unis d'Amérique, considèrent tout de même la Convention comme le droit applicable. D'ailleurs, les États-Unis sont actuellement, c'est curieux, sont les pays qui appliquent le mieux la Convention, en particulier dans le domaine de la pêche. Les États-Unis ont un plan d'action pour la pêche illicite qui fait rêver tout le monde. Donc, cette Convention apparaît comme le point de départ pour toute évaluation d'ensemble du droit de la mer. Pour examiner l'ensemble des tendances, des défis et des perspectives, il faut, à mon sens, partir de cette Convention. Quelle est l'approche qui a été retenue dans cette Convention? Et c'est cette approche qui va nous permettre de comprendre pourquoi il y a des nouvelles tendances et pourquoi il y a des défis et des perspectives. La Convention définit ce qu'on appelle des zones maritimes, en typifiant les espaces et en établissant le régime juridique applicable, c'est-à-dire les droits et obligations des différentes catégories d'États. Et cette préférence pour l'approche dite zonale a deux fondements clés. Le premier fondement, c'est la revendication des États côtiers, d'une part, et d'autre part, la nécessité d'une solution nuancée pour réconcilier ces revendications avec les intérêts des autres États. Et c'est pourquoi la Convention établit 10 zones maritimes, que je vais vous lister, vous les trouverez dans le texte. La version française de ma conférence se trouve dans la revue de droit maritime africaine, revue dirigée par le professeur Ibrahim Khalil Diallo. Et ça fait l'objet de la leçon inaugurale que j'ai prononcée au Sénégal en 2016, lorsqu'ils ont eu la gentillesse de me nommer parrain de leur Master 2 Promère. Donc, 10 zones maritimes. 1. La mer territoriale. 2. La zone contiguë. 3. Les eaux archipélagiques. 4. Le plateau continental. 5. La zone économique exclusive. 6. La haute mer. 7. La zone internationale des fonds marins. 8. Les eaux intérieures. 9. La zone archéologique. Et enfin, les baies historiques. Et cette approche procède justement de ce qu'on appelle une approche zonale, laquelle approche zonale a effectivement une limite fondamentale. Limite fondamentale sur laquelle je m'explique longuement. Cette limite, à mon sens, est liée à la divergence fondamentale entre le droit et la nature. En effet, le critère de distance qui établit les zones de juridiction. Est-ce que je dois détailler cela, peut-être? Comme vous le savez, les zones de juridiction nationale, vous avez la mer territoriale, 12 000 marins, la zone contiguë, 12 autres 1000 marins, la zone économique exclusive, 200 000 marins, le plateau continental, etc. Autrement dit, c'est une approche de distance pour établir la zone de juridiction de l'État. Et cette approche de distance, cette approche zonale, qui a mû les États précisément pour des raisons de géostratégie ou de géopolitique pure, simplement à chercher des zones à partir d'une distance, cette approche n'a jamais tenu compte de la nature réelle de l'océan et des ressources qui y gisent. Et c'est tout le problème aujourd'hui. Parce que la Convention ne pouvait pas envisager ces données de base. Les États étaient mus par des considérations simplement de pouvoir et de souveraineté. Vous le savez, avec les deux premières conventions, les pays qu'on appelle les pays du Golfe aujourd'hui ont eu leur pétrole, parce qu'ils avaient ces droits souverains sur les ressources pétrolières. Les pays en développement en 1973 ont eu la zone économique exclusive et voulaient précisément, l'article 56, avoir des zones où ils pouvaient avoir des droits souverains sur les ressources, la pêche. Donc les États étaient seulement mus par leurs intérêts économiques et n'ont pas tenu compte réellement de la nature de l'océan d'une part et précisément de la nature des ressources qui y gisent. Et on le verra justement plus tard dans la deuxième partie, lorsque j'examinerai les tendances nouvelles, en particulier les changements climatiques, et les effets que ça a précisément sur le droit de la mer. Autrement dit encore, si vous prenez les articles 3, 33, 57 et 76 de la Convention, vous verrez effectivement ce que je vous viens de vous expliquer, comment il y a ce départ entre le droit et la nature.
Et donc, cette approche a engendré beaucoup de problèmes. Cette approche zonale, destinée précisément à répartir les mers du monde entre les différents États, les différentes souverainetés, n'a pas pu être mise en œuvre de façon complète, de façon correcte. En effet, si on passe du plan de la pensée juridique, de la pensée de la norme qui régit la zone de juridiction à la mise en œuvre, on s'aperçoit effectivement que les aspérités sont tenaces. Parce que l'approche zonale a plusieurs défis contemporains. 3 défis clés. 1, certains défis apparaissent comme des tâches à entreprendre entre États sur la base de la Convention elle-même pour mettre en œuvre l'approche retenue et rendre fonctionnelle cette dimension de l'État. Deuxième élément clé, d'autres défis procèdent de la nécessité de faire de traiter de nouveaux problèmes qui n'étaient pas envisagés par la Convention. Et enfin, troisième autre type de défis ne peuvent être traités sur la seule base de Convention. Et c'est pourquoi la première tendance actuelle, c'est de rendre complète la Convention en mettant en œuvre ses dispositions fondamentales. C'est tout le problème 1 de ce qu'on appelle le parachèvement de l'approche zonale. Parachèvement de l'approche zonale, les Anglais appellent ça the completion of the zonal approach. Le parachèvement de cette approche zonale apparaît comme la tâche la plus importante que les États aujourd'hui doivent entreprendre pour éviter la déstabilisation du droit de la mer lui-même. Et pour ce faire, c'est le processus qui permettra de compléter la délimitation des espaces maritimes de façon à rendre fonctionnelle cette approche par zone que la Convention a établie, approche qui pourra nous permettre d'avoir une bonne gouvernance des mers et des océans. Ce processus a trait à la délimitation des espaces maritimes entre États dont les côtes sont adjacentes ou se font face, d'une part, et d'autre part à la détermination de ce qu'on appelle la limite extérieure du plateau continental au-delà des 200 000 marins. Et nous avons ainsi 4 formes de délimitation que je vais passer en revue. Première forme, la délimitation unilatérale. Deuxième forme, la délimitation conventionnelle. 3, la délimitation juridictionnelle. Et enfin, la détermination de la limite extérieure du plateau continental au-delà de 200 000 marins, que les anglo-saxons appellent delineation, que les Français commencent maintenant à appeler la même chose, delineation instead of delimitation. Donc, d'abord, la délimitation unilatérale. La délimitation unilatérale, comme vous le savez, concerne la séparation du territoire national d'avec un espace international. Cette délimitation s'applique aux espaces relevant de la juridiction de l'État côtier. Eau intérieure, mer territoriale, plateau continental et zone économique exclusive. La notion de zone économique exclusive, comme vous le savez, a été inventée par notre collègue du Kenya, Frank X. Jinja, en 1973. Il vient de nous quitter il y a 2 mois, garçon brillant. Donc cette délimitation de tels espaces relève, comme vous le savez, c'est pourquoi on l'appelle unilatérale, de la compétence exclusive de l'État territorial. Cependant, cette délimitation unilatérale a toujours un aspect international du point de vue de son opposabilité. C'est ce que nous indique la Cour internationale de justice dans l'affaire des pêcheries anglo-norvégiennes 951, page 132, où la Cour dit, je cite, « S'il est vrai que l'acte de délimitation est nécessairement un acte unilatéral parce que l'État riverain a seule qualité pour y procéder, en revanche, la validité de la délimitation à l'égard des États tiers relève du droit international. » Fin de citation. Vous aurez remarqué tout de suite la comparaison avec le concept de nationalité. Le concept de nationalité obéit exactement au même régime juridique que la délimitation unilatérale. À côté de la délimitation unilatérale, nous avons la délimitation conventionnelle. C'est une prescription de la Convention elle-même. Comme vous le savez, l'article 74 de la Convention, de même que l'article 83, ils ont le même dispositif, dit, je cite,
La délimitation de la zone économique exclusive et du plateau continental est effectuée par voie d'accord, conformément au droit international tel que visé à l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice, afin d'aboutir à une solution équitable. Fin de citation. L'article 38, comme vous le savez, de la Cour internationale de justice est l'article qui traite précisément des sources du droit international. Le traité, la coutume, les principes généraux du droit, etc. Donc, cette prescription de la Convention indique aux États comment traiter une délimitation au plan bilatéral. Comme vous le savez, suivant une étude du département d'État américain, le nombre de frontières maritimes potentielles dans le monde est de 420. Alors que, comme vous le savez, aujourd'hui, seulement 200 accords bilatéraux de délimitation ont été conclus et la plupart entrés en vigueur. Voir US Department of State, Bureau of Ocean and International Environment and Scientific Affairs, Maritime Boundaries in the World, 1990, page 2. Voir également les 5 ouvrages de Charney Alexander, International Maritime Boundary, 5 volumes, Martinus Neithoff Publishers. Il y a également le phénomène que nos pays connaissent, nos pays comme les pays d'Amérique latine, le phénomène de l'utiposseditis juris. Comme vous le savez, nombre de pays d'Afrique et d'Amérique latine ont érigé au rang de frontières entre États justement ce qui constitue les limites d'administration, les limites administratives des anciennes colonies. C'est le fameux principe dû de l'utiposseditis juris, uti posseditis, ita possediatis, comme si tu possèdes, tu continueras à posséder. Ce principe nous vient d'Amérique latine, a été reçu par l'Afrique dans le cadre de l'EUA avec la fameuse résolution du Caire de 1966. La question juridique qui se pose ici est celle de savoir si la ligne du plateau continental devra être exaucée à la colonne d'eau pour servir justement de frontière maritime unique. Et ça, c'est tout le problème. Comme vous le savez, étant donné la nature des espaces maritimes, jusqu'à une époque récente, jusqu'à la fameuse affaire de 1969 qui a opposé l'Allemagne fédérale, le Danemark et l'affaire de 1969, les délimitations regardaient seulement les plateaux continentaux. Et le débat, maintenant, consiste à savoir est-ce qu'il faut que cette ligne de délimitation soit une ligne divisoire qui soit exaucée au nord, qui soit exaucée sur la colonne d'eau. Et c'est tout le problème actuel. La Cour internationale de justice, dans son arrêt entre la Roumanie et l'Ukraine, répond par la négative et demande un nouvel accord pour régler ce problème. Et c'est pourquoi vous voyez de plus en plus dans les conventions bilatérales de délimitation, nombre d'États demandent aux juges de délimiter l'ensemble des espaces pour avoir une frontière maritime unique entre les États et éviter les difficultés à venir. À côté de la délimitation conventionnelle, nous avons également la délimitation juridictionnelle, c'est-à-dire la délimitation par le juge. Dans l'affaire du golfe du Maine, qui a opposé le Canada et les États-Unis, la Chambre spéciale de la Cour dit, je cite, « Where agreement cannot be achieved, delimitation should be effected by recourse towards third parties possessing the necessary jurisdiction. » Fin de citation, le paragraphe 112. La Cour indique effectivement que lorsque les États n'ont pas pu se mettre d'accord sur un accord de délimitation, il faut que ces États aient recours à une tierce partie, sous-entendu le juge, qui puisse délimiter, qui puisse avoir la compétence requise pour délimiter en conséquence la frontière maritime entre ces deux États. En fait, depuis cette affaire du plateau continental de la mer du Nord, une vingtaine d'affaires de délimitation par le juge ont été soumises aux juridictions internationales, à la fois permanentes et arbitrales, à savoir Cour internationale de justice, Tribunal international des droits de la mer et tribunaux arbitraux. Et dans la plupart de ces arrêts, comme vous le savez, des arrêts et sentences ont été rendus. Au début, la jurisprudence portait essentiellement sur les plateaux continentaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, et de nos jours, on demande aux juges de délimiter l'ensemble des espaces entre États, comme on a fait dans l'affaire qui nous a opposé la Guinée-Bissau,
justement, le Sénégal a demandé une ligne unique et on a eu justement cette Luxodromie 240 qui permet maintenant de régler les problèmes entre les deux pays. Et les deux pays ont été suffisamment sages pour négocier la suite et tuer à tout jamais le différend en mettant en place justement cette agence de gestion et de coopération. Je me souviens, on nous a amenés au Portugal avec le professeur Guaité à négocier jusqu'à des heures impossibles justement, ce qui justement permet maintenant à ces deux États d'avoir une bonne base de coopération et qui est un exemple repris dans le monde entier. J'ai noté qu'il y avait à peu près 60 exemples. Les gens se saisissent de cet exemple systématiquement. Et j'ai dit toujours dans le monde, le Sénégal, vous devriez vous envoyer ces factures. Il faut également noter que beaucoup d'autres affaires de délimitation ont eu lieu sur la base de la partie 15 de la Convention. Partie 15 qui pose le problème de la juridiction obligatoire. Ça a été le cas de l'affaire de Barbade, Trinité, Tobago, l'affaire Guyane-Suriname et enfin dernièrement l'affaire Bangladesh-Inde. À côté de ces trois éléments, ces trois types de délimitation, nous avons la délimitation, la délinéation, détermination de la limite extérieure du plateau continental, qui est un registre nouveau, qui certainement va être extrêmement important dans les années à venir, parce que les États de plus en plus vont se rendre compte de l'importance de l'océan en ce qui concerne des matières premières stratégiques. Il suffit de penser aux nodules de manganèse, il suffit de penser au pétrole et au gaz, il suffit de penser à l'eau, simplement. Comme vous le savez, jusqu'à la fin de la première convention, de la première négociation, les États n'avaient que ce qu'on appelle l'isobat des 200 mètres. Autrement dit, la technologie ne permettait que d'accéder à 200 mètres de profondeur. Maintenant, on accède à 6000 mètres de profondeur. Si vous quittez Dakar, si vous quittez comment vous appelez ça, l'île qui est en face de Terroubi là-bas, l'île aux serpents, vous faites 18 000 marins, c'est-à-dire 23 km, vous atterrissez dans ce qu'on appelle les fosses atlantiques. Les fosses atlantiques, c'est 8 000 mètres de profondeur. Et un autre phénomène très impressionnant, c'est qu'à moins 1800 mètres, de moins 1800 mètres à moins 3000 mètres, vous avez quoi? De l'eau douce. J'avais été invité l'année dernière avec mon ami Michael Oxman de l'Université de Miami par les Nations Unies justement pour l'anniversaire de la Convention. Ils nous ont emmenés à Yaouzou, là-bas, au large de la Corée du Sud. J'ai trouvé là-bas 60 bateaux avec des bouteilles comme ça, des centaines de milliers de bouteilles. J'ai demandé, mais c'est quoi il s'agit? Ils nous disent, on va chercher l'eau douce qu'il y a en mer, parce qu'il y aura un problème d'eau dans le monde dans 50 ans. J'ai dit, ah bon? Alors, lorsque je suis rentré au Sénégal, naturellement, j'ai immédiatement fait venir les bâtimètres que j'utilisais souvent pour avoir leur donné, pour aller plaider le dossier du pays. Je leur ai demandé s'il y avait cette possibilité. Et à ce moment-là, ils m'ont indiqué, justement, que si vous allez dans les fosses atlantiques, au-delà de moins 1700, vous avez cette eau douce. Et c'est très impressionnant pour les Saint-Lésiens, parce que les Saint-Lésiens qui sont formés souvent au Coran ont cette sourate, Rahman alam al-Quran, et c'est quelque chose de très impressionnant qui a été écrit il y a 14 siècles. Alors, ce phénomène, effectivement, montre que des structures comme le COSEC ou des structures comme Trainmar peuvent être des structures de développement prodigieux pour nos pays, non seulement pour le Sénégal, mais pour tout l'ensemble des pays de la CEDEAO. Imaginez simplement que le COSEC se dote d'une dizaine de bateaux, puisse récupérer de l'eau douce en mer gratuitement pour 50 ans et les loger quelque part. Ce que font les Coréens du Sud, ils les laissent en mer, au fond de l'océan. Et dans 50 ans, l'eau va manquer dans le monde entier à ce moment-là. Ce sera une source de développement prodigieuse. Et ce sont des choses auxquelles il faut penser dès à présent. Ce sont des gisements de développement que nos structures doivent maintenant prendre en charge. Et c'est cette commission, justement, des limites du plateau continental qui est supposée donner des recommandations aux États pour la délimitation, la détermination de ce plateau continental au-delà de 200 000 marins. Et cette commission se trouve à New York. C'est la commission jumelle, comme vous le savez. La Convention a créé 3 institutions. La commission des limites du plateau continental, l'autorité internationale des fonds marins et le tribunal. Ce sont les 3 institutions créées par la Convention et qui règlent l'ensemble des problèmes du monde.
Souvent, d'ailleurs, quand les États nous invitent, en Californie, en Chine ou partout, ils invitent les trois membres de ces institutions pour avoir une vue transversale, justement, du droit de la mer. Comme vous le savez, cette commission a reçu 60 demandes au jour d'aujourd'hui. Elle a déjà donné 17 recommandations. Et comme vous le savez, beaucoup de demandes sont soumises conjointement, en particulier nos pays d'Afrique de l'Ouest. Et je vois mon neveu qui connaît bien ce dossier parce que les Norvégiens ont beaucoup aidé les pays de l'Afrique de l'Ouest à soumettre justement le truc. Avec la fonte des glaciers également, il va y avoir nécessité de déterminer ces trucs au-delà de 200 000. Et le seul cas de jurisprudence qui existe dans ce domaine est l'affaire Myanmar-Bangladesh que j'ai eu le plaisir de juger donc il y a 2 ou 3 ans. Et cette affaire, justement, constitue un précédent qui fait l'objet de beaucoup de commentaires dans les revues scientifiques de par le monde. À côté de ces défis classiques, destinés précisément à mettre de l'ordre dans la gouvernance des mers et des océans, nous avons les nouveaux défis. Ces nouveaux défis sont apparus après la signature de la Convention et donc n'étaient pas prévus par cette Convention. Il faut donc une coopération multilatérale entre États pour chercher à les gérer convenablement. J'en ai retenu 4 essentiellement. Il y en a d'autres, naturellement, que vous trouverez dans le texte que j'ai développé. Mais 4 essentiels. 1, la question de la gestion et de la conservation des ressources. La question de la pêche. 2, la question de la police de la haute mer et des actes illicites. 3, les ressources génétiques des fonds marins. Et enfin, la question du changement climatique. Je vais les passer en revue. Oh là là, rapidement, le temps file. Je vais les passer en revue rapidement. On pourra y revenir dans la discussion si vous le souhaitez. En ce qui concerne la conservation des ressources biologiques de la haute mer, je dois ici rappeler que la consécration de la notion de zone économique exclusive par la Convention était censée mettre un terme au conflit d'intérêts entre États côtiers et ceux disposant de flottilles à grands rayons d'action. En revanche, ce qu'on a observé, c'est que justement cette consécration n'a fait que l'exaspérer. Parce que les États, en particulier les États développés, ont mis de nouveaux bateaux de pêche grâce aux subventions étatiques pour justement compenser le manque à gagner. Et cette situation, justement, a créé des problèmes énormes pour la gestion des stocks dans le monde. D'où cette négociation longue qui donnera l'accord de 1995 sur les stocks chevauchants. Alors, pour rentabiliser les énormes capitaux investis dans les bateaux, ces États ont complètement refusé, sans le dire, d'observer les principes liés à la souveraineté, les principes de droit souverain pour les États côtiers. Et on a eu un phénomène absolument nouveau qui a été monstrueux pour nos pays, c'est le fameux phénomène de la pêche INN. La pêche illicite, non réglementée et non déclarée. Cette pêche INN est une pêche monstrueuse et ça fait l'objet justement de cet avis qu'on a donné au mois de décembre dernier pour les pays d'Afrique de l'Ouest. Cette pêche INN, comme vous le savez, dans le monde, on pêche tous les ans 100 millions de tonnes de poissons. Et 27% de cette pêche est de la pêche INN. La pêche INN est faite par des multinationales, des bateaux pirates, et ces multinationales ont par elles-mêmes plus de ressources que l'ensemble de l'Union européenne réunie. C'est vous dire tellement c'est monstrueux, combien c'est monstrueux. L'autre jour à New York, j'ai eu le plaisir de prendre la parole pour nos pays sur ces questions-là, sur la durabilité de la pêche était présidée par le Sénégal et le Canada. À la fin, on m'a demandé de leur faire la synthèse. Et lorsque j'ai terminé la conférence, le ministre sénégalais de la pêche, il s'appelle Gueye, est venu m'indiquer que dans une seule matinée, ils ont épinglé 7 bateaux et chaque bateau a payé 1 milliard. Alors je dis, mais il faut trouver le moyen d'en épingler systématiquement, ça vous évitera des problèmes de fin de mois. Et j'avais été très impressionné. Effectivement, comme vous le savez, la FAO a mis en place un comité d'experts pour faire la prospective rapprochée. Comité dirigé par notre ami Boris Worms. Et la conclusion de ce comité, c'est qu'au rythme d'exploitation des océans, le 18 mai
2048, il n'y aura plus un seul poisson en mer. Ça fait réfléchir. Autrement dit, actuellement, ils sont en train de réfléchir à l'alternative des fermes aquacoles et à la pêche, l'aquaculture. C'est quand même incroyable. Vous vous rendez compte, avant on pensait que les ressources halieutiques étaient inépuisables. Maintenant, on se rend compte que les États ont tellement investi et ont mis en place des techniques tellement sophistiquées que maintenant, le poisson est devenu quelque chose de totalement épuisable. Si vous prenez l'exemple de notre tchof, si vous prenez, les Guillemets la connaissent bien ça, si vous prenez entre Saint-Louis du Sénégal et Roxo, vous avez 705 km. C'est ce que j'ai raconté au ministre sénégalais le jour à New York. Ils sont contents que 600 000 personnes soient employées pour l'océan. Je leur dis 600 000 personnes, c'est rien du tout. Ils peuvent avoir 3,5 millions de personnes pour un pays comme le Sénégal. Si vous prenez Saint-Louis du Sénégal et Roxo, il y a 705 km. Et il y a toutes les espèces les plus nobles au monde. Les espèces démersales, pélagiques, tchof, gambas, crevettes, langoustines, tout ça. Alors, ils ont 20 000 pirogues artisans pour une capacité de mise à terre d'1/13 des besoins de la place. Alors, je leur dis, si vous changez tout ça, mettez tout ça à la poubelle, faites les pirogues en type verre ou en soie que Yamaha peut faire. Si vous en avez 100 000, chaque pirogue charriant 25 à 30 personnes, ça vous fait immédiatement 3,5 millions d'emplois, sans compter tous les effets induits. Moteur hors bord, gilet de sauvetage, etc. Les gens de Tambacounda mangeaient le poisson une fois le mois. Aujourd'hui, avec l'aquaculture, ils exportent 50 000 tonnes au Mali et dans les pays landlocked countries. Il y a donc des bases de développement économique véritables. Mais, à mon sens, il faut que les politiques laissent la place à des techniciens pour gérer ce genre de choses. Et ça peut aller très vite, à mon sens, pour des pays comme le nôtre. Et je pense que de ce côté-là, on peut utilement faire face. Il y a des grandes puissances, comme les États-Unis aujourd'hui, le Canada, qui mettent en place des plans d'action inspirés du plan d'action de la FAO. Et aujourd'hui, la communauté internationale s'est rendue compte de l'importance de la pêche illicite et a mis en place, vous avez, comme vous le savez, un certain nombre d'instruments juridiques pour y faire face. Vous avez le fameux accord de conformité de 1993 de la FAO, Conformity Agreement, accord destiné à combattre ce qu'on appelle le reflagging, le repavillonnement. Beaucoup de bateaux faisaient du repavillonnement, autrement dit, changer simplement d'appellation. Ou alors, lorsque vous donnez une licence à un bateau, ce bateau faisait de la duplication et nommait l'ensemble de ces autres bâtiments du même nom. Autrement dit, des séries de choses, effectivement, qui faisaient que nos États n'ont pas les moyens. Je vois qu'ils ont un bon centre d'observation à Mermoz, là où j'ai PSP. Oui, là où il y a le Ndiaye, monsieur qui s'appelle Ndiaye. Mais il y a également, j'ai découvert ça avec beaucoup d'intérêt, un de mes voisins est en train de fabriquer des avions comment ça s'appelle, à Sodida, là-bas. Il fait des drones. Et il me dit, je vais vous donner la possibilité de surveiller la zone 24 heures par jour. Ça, c'est prodigieux. Avant, au Sénégal, vous avez les tunneliers canadiens qui naviguaient 2 fois par semaine. Je me souviens, à l'époque, on allait chercher l'électrodomie, ils nous ramenaient tout le temps. Mais si on a des drones qui regardent le truc 24 heures sur 24, le tour est joué parce que on peut imposer aux bâtiments qui accèdent dans la zone économique d'indiquer, comme ils font maintenant les Français, à la zone de Kerguelen. Maintenant, on indique la position à l'entrée et les prises de base, et la position à la sortie et les prises de base. Et c'est un moyen fantastique pour les États de se protéger et d'avoir des ressources. Et j'ai vu que lorsqu'on a terminé la vie pour l'Afrique de l'Ouest, je ne vois pas Guy Naba, qui était très brillante, qui est venue plaider l'Afrique de l'Ouest chez nous. Et depuis cette affaire, depuis qu'on a mis en place la responsabilité conjointe entre l'Union européenne et les bateaux récalcitrants d'une part, et la possibilité d'augmenter la législation de l'autre, nos pays maintenant se retrouvent avec beaucoup d'argent à la clé. Par exemple, au Sénégal, si on vous épingle en train de faire de la pêche illicite, le jour, je leur ai dit de ne pas payer les Russes 80 millions, mais plutôt 1 milliard. Et le monsieur a payé tout de suite, il a pris peur. On lui dit, si vous ne payez pas, on confisque votre bateau ou on le coule. Et c'est un moyen de dissuasion prodigieuse, parce que la pêche illicite est en train de détruire nos pays. Si vous prenez ces papiers que j'ai fait pour les cas de Oxford sur la pêche illicite, vous vous rendez compte, vous verrez ce qu'ils font de la Guinée. C'est absolument incroyable.
Parce que les pays qui n'ont pas de police des pêches se font piller de façon monstrueuse. Et non seulement ils se font piller, mais les habitats marins sont également détruits. Aujourd'hui, avec les satellites, ils peuvent voir le banc de poissons qui quitte Nouadhibou pour aller à Cap Skirring. Ils peuvent se mettre au large de Kayar et ramasser tout ce qui est disponible. C'est absolument incroyable. Et c'est pourquoi je pense que votre structure-là doit être absolument encouragée, développée, de façon à ce que toutes les compétences de base soient ici. J'ai vu que le Sénégal s'est donné les moyens d'avoir maintenant des patrouilleurs de haute mer. Ce qu'il faudrait, c'est renforcer ce type de pavillon et permettre aux gens de COSEC d'avoir la même chose. Et ça permettrait effectivement à ce pays d'être un véritable hub et ne dépendant plus des autres. Parce qu'un bébé, ça doit grandir. Et je pense qu'avec ça, vous pouvez vraiment développer de façon prodigieuse, à mon sens, nos pays. À côté de l'accord sur les stocks chevauchants, nous avons le code de conduite pour une pêche responsable, développé également par la FAO, et le plan d'action de la FAO. Ce plan d'action est vraiment excellent. Il faudrait faire un cours spécial sur le plan d'action, parce que ça aide beaucoup. Les Américains s'en sont inspirés de façon admirable, et leur plan d'action, à mon sens, est excellent. Il faudrait la même chose pour l'Afrique de l'Ouest. Il faudrait avoir une chaire spéciale pour traiter de ces aspects, parce que ça peut être extrêmement utile. À côté de ce plan d'action pour lutter contre la pêche illicite, nous avons l'accord sur les mesures de ressort de l'État du port. Cet accord a fait peur à beaucoup d'États pirates, de pêcheurs pirates, qui n'en voulaient pas. Ils passaient leur temps à les financer, corrompre les délégués d'État pour que cet accord ne soit pas en vigueur. Heureusement, depuis le mois de juin dernier, cet accord est en vigueur et c'est un moyen prodigieux aux mains des États pour protéger justement leur zone, à mon sens, leur zone économique. Et c'est quelque chose, à mon sens, d'extrêmement important. Il y a également les directives pour la pêche dans les fonds marins, Guidelines for Deep Sea Fishing, du 29 août 2014. Il y a enfin l'avis consultatif du tribunal, qui pour la première fois traite de façon globale la question de la pêche illicite. Et je pense que cet avis gagnera à être peut-être publié dans une revue scientifique de Dakar, pour permettre justement à nos dirigeants de voir ce qu'ils peuvent faire. À côté de cette première tendance, nous avons également la police en haute mer contre les actes illicites. Police en haute mer contre les actes illicites, et cette question pose des questions de droit difficiles, notamment à l'article 110. Par exemple, je pense à la piraterie ou au transport d'esclaves. En ce qui concerne la piraterie, comme vous le savez, l'article 110 campait la piraterie qui date de la nuit des temps dans la zone de haute mer. Mais maintenant, ce qu'on observe, la piraterie quitte le large pour venir plutôt sur les côtes. Si vous regardez les zones d'exécution, qu'est-ce que vous avez? Le golfe de Guinée, vous avez le détroit de Malacca, la mer de Chine orientale. Ils quittent le large pour venir. Et la Convention n'avait pas prévu ça. Il y a donc un vide juridique. Il faudrait peut-être commencer à écrire des thèses sur ces matières. Il y a un vide juridique, comment le gérer? On a eu l'affaire de Somalie. En plus, à côté des difficultés au quotidien, un garde-côte de Somaliens qui avait 300 € par mois de salaire. 300 €, c'est quoi? 200 000 francs CFA. Avec la piraterie, il se retrouve avec 2 millions de dollars. Je pensais bien qu'il l'oublie, il devient lui-même pirate. C'est aussi simple que ça. Et c'est pourquoi la Convention aujourd'hui, les Nations Unies ont mis en place ce système donc de gestion avec l'OMI. L'OMI a remarqué qu'entre 1984 et maintenant, il y a eu 6800 actes de piraterie. Maintenant, les États sont en train de se prendre en charge de l'affaire. Ça commence à baisser. Mais ce n'est pas ça le problème. À mon sens, il faut le régler en amont, comme pour la pêche, comme etc. Et j'espère qu'on va arriver à une solution plus jouable. Aujourd'hui, il y a aussi un autre risque, c'est la fonte des glaces de l'Arctique. La fonte des glaces de l'Arctique, comme vous le savez, va faciliter les transports entre l'Europe et l'Asie. Économie de 9 à 11 jours. Mais ceux qui vivaient de ces zones, ce qu'on appelle les autochtones, les natives, mais de quoi vont-ils vivre? C'est peut-être des pirates en puissance. Il y a là, effectivement, ça doit faire réfléchir. Si vous allez au Canada ou en Amérique, dans certaines parties, si vous voyez le sort réservé aux Indiens dans les villes, c'est absolument incroyable.
Ce sont des gens qui passent leur temps, le plus clair de leur temps, à prendre de l'alcool. Ils ont tout gratuitement, mais ils ont tout perdu. Alors, ceux qui sont sur les plages, les neiges, ceux qui sont dans les calottes glaciaires, c'est ce qu'ils vont devenir. C'est peut-être les pirates à venir. Je ne sais pas. Il y a également, troisième élément, la fameuse question des ressources génétiques. Ça, c'est un domaine nouveau qui va être de plus en plus important, surtout pour les grandes compagnies, les grandes pharmacies, les grandes multinationales des pharmacies. On s'est rendu compte que les ressources génétiques aujourd'hui permettent la conservation de ce qu'on appelle la diversité biologique marine, au-delà des juridictions nationales. On appelle ça le BBNJ, Biodiversity Beyond National Jurisdiction. Ce sont ces termes anglais qui reviennent le plus souvent, de sorte que maintenant que je vais vous parler de ressources génétiques, les gens ne comprennent plus ce qu'on veut dire. Et ce BBNJ pose des problèmes difficiles, des problèmes extrêmement difficiles pour le monde, parce que c'est une source de développement économique insoupçonnée. Les gens se sont rendus compte que les ressources génétiques peuvent dépasser toutes les autres matières premières connues jusqu'à aujourd'hui. Personne ne savait ça. De sorte que maintenant, beaucoup de multinationales ne veulent absolument pas que les États se chargent eux-mêmes de régler ce problème. Et les Nations Unies ont mis en place cette commission, cette PrepCom, justement pour entamer une négociation. Cette PrepCom a travaillé pendant maintenant 5-6 ans. Et la négociation va commencer au début du mois qui vient, de l'année qui vient. Et on pense que dans 10 ans, on aura une convention, genre Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Et cette question de ressources biologiques, génétiques, pose des questions énormes. Parce que nous avons deux grandes conceptions dans le monde, comme au début de la Convention. Vous avez la conception de ce qu'ils disent patrimoine commun de l'humanité. Il faut donc que ces ressources biologiques soient gérées par la communauté internationale au nom de tous les États. Patrimoine commun de l'humanité, comme pour la partie 11. Et d'autres disent, les Occidentaux, pas question, il faut la liberté de la haute mer. Parce que c'est eux, pour le moment, qui ont la technologie pour accéder à ces ressources. Mais ces ressources, apparemment, débordent toutes sortes de richesses qu'on pouvait avoir. Les algues de Kerguelen, par exemple, soignent une maladie qu'on appelle la maladie de Parkinson. Jusqu'à maintenant, les médecins ne savent pas comment le soigner. De sorte que les compagnies multinationales, les pharmacies, veulent absolument avoir maintenant des zones pour aller chercher ces algues, par exemple. Et dans plusieurs trucs, il y a ça. Il y a plusieurs types, soit de poissons, soit d'algues, qui ont apparemment des possibilités prodigieuses au plan économique. De sorte que ce débat-là va être un débat qu'il faudra suivre très vite, très près. Peut-être qu'il faudrait une chaire ici dans ce sens, ou alors des séries de chercheurs pour aller suivre ça de très près à New York quand ça commencera au mois de mars de l'année qui vient. Je vois que beaucoup d'universités dans le monde déjà commencent à envoyer leur cas. Il m'a été donné au mois de juillet dernier, lorsque j'ai fait la conférence pour la Fondation mondiale droit de la mer, de voir beaucoup de jeunes doctorants envoyés par les gens de Cambridge, justement, dont le métier va être d'aller suivre cette négociation. Et dans quelques années, ce seront des superstars dans le monde. Autre élément d'importance, la question du changement climatique et du droit de l'environnement. Cette question est très importante. Les conséquences du changement climatique, comme le dit le rapport du secrétaire général des Nations Unies de 2010, a des conséquences absolument incalculables sur le monde. 1. L'augmentation du niveau de la mer. De l'année 2000 à 2009, la mer a augmenté plus rapidement que les 5000 années précédentes. Vous vous rendez compte? 5000 années précédentes. En 10 ans, la mer dans le monde a augmenté plus rapidement que les 5000 années précédentes. Autrement dit, avec la fonte des glaciers, la mer augmente d'une façon telle que l'habitat marin est détruit. Ça, c'est un véritable problème. Et comme vous le savez, on dit que si vous supprimez la calotte glaciaire de la mer de Weddell, 72 heures après, Paris et Londres vont être 6 mètres sous l'eau. Vous vous rendez compte? C'est absolument incroyable. Si vous prenez nos espèces migratrices qui quittent à la mi-septembre nos côtes pour aller chercher le courant de Humboldt, le vent froid au large du Mexique, à leur retour,
ces poissons ne vont plus chez nous, mais vont en Norvège. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'habitat marin, par le fait de l'augmentation. L'autre jour, le Virginia dont il a parlé a été éjecté sur sa route vers la Guinée-Bissau, au large de Tiaroy, simplement par une houle. Ce sont des choses qu'il nous faut réfléchir. L'année dernière, les Nations Unies nous avaient demandé de former les 45 magistrats de l'Afrique de l'Ouest à Helena. À la fin de la session, ils nous ont emmenés là-bas à Sali, Portugal. On a vu que sur 4 hôtels, les 3 étaient fermés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas mis les brise-glames avant de construire leurs hôtels. Autrement dit, tout l'argent qu'ils ont investi, c'est parti. Seul le petit hôtel suisse est resté parce qu'ils avaient pris soin de mettre les brise-glames à 60 km au large. Ce sont des choses absolument incroyables, de sorte que nos États doivent se donner maintenant les moyens de régler ces problèmes en amont avant de donner les conventions d'établissement aux structures, aux multinationales qui viennent s'installer sur nos côtes. Il y a également la fonte des glaciers de l'Antarctique qui crée de nouvelles donnes en matière de pétrole et de gaz. Autre conséquence des changements climatiques, l'augmentation de l'acidité des océans. 4, la perte de la biodiversité marine. Et enfin, la destruction des habitats. Il y a là des problèmes absolument incroyables, à mon sens. C'est dommage qu'on n'ait pas assez de temps pour amplifier, développer. Mais vous le trouverez pas dans ce texte, mais dans le texte, la conférence pour l'école doctorale de Dakar, avec le professeur Ibrahim Ali, dont il a parlé tout à l'heure. J'avais eu le plaisir de prendre la parole là-bas. Le juge international aujourd'hui est assez prudent, parce qu'il n'a pas encore de principes qui soient directement opposables et qui soient directement applicables en la matière. Comme vous le savez, les 2 principes de base que nous avons pour l'environnement, c'est l'approche dite écosystémique et le principe de précaution. Mais jusqu'à maintenant, le juge est assez prudent pour leur consacrer une valeur coutumière. C'est ce que nous avons fait nous-mêmes dans l'affaire du thon à nageoire bleu qui a opposé l'Australie et le Japon. Nous avons été très prudents au tribunal. C'est la même chose dans l'affaire Mox qui a opposé la Grande-Bretagne et l'Irlande, de même que l'affaire de polymérisation entre Singapour et Malaisie. De même, la Cour internationale de justice elle-même a aussi été très prudente dans l'affaire qui a opposé l'Argentine et l'Uruguay, l'affaire Pulp Mills, et de même que l'affaire qui a opposé la Slovénie et la Hongrie, l'affaire du Gapchi-Kuvo-Natireno. Là également, la Cour a été très prudente. Jusqu'à maintenant, on n'a pas encore des éléments qui nous permettent d'identifier comme opposables les principes de l'environnement. Et ça, à mon sens, les États gagneraient à avoir un accord multilatéral pour régir l'ensemble des aspects de l'environnement. Pour le moment, on a dans l'ordre interne des mesures, genre mesures préventives, mesures de police, mesures répressives ou mesures réparatrices, mais on n'a pas encore des dispositions internationales qui soient opposables à tous les États. Je dois dire que la protection de l'environnement, maintenant, a connu une fortune rapide parce que on se préoccupe de l'environnement à cause des pollutions. Vous avez entendu parler de séries de pollutions, Amoko Cadiz, etc. Et ce phénomène est en train de pousser les États à chercher au moins au plan régional à avoir un moyen de gérer cette question. Vous avez la Convention de Barcelone, vous avez la Convention d'Abidjan, etc. Vous avez la Convention de Carthagène. Et maintenant, de plus en plus, les États cherchent à développer des principes juridiques qui soient des principes opposables ou acceptables par la plus grande partie des États et qui aient la faveur du plus grand nombre. On note également une migration conceptuelle. L'environnement, jusqu'à maintenant, était conçu comme un droit de l'homme de la 3e génération. Maintenant, il apparaît comme un système juridique. Droit de l'homme de 3e génération, comme vous savez, on parle généralement de trois générations des droits de l'homme. Droit de la 1re génération, droits civils et politiques, opposables à l'État, dont la mise en œuvre suppose une abstention de l'État, droit d'aller et de venir, le droit de dormir chez soi tous les soirs, comme dit Voltaire. À côté de ces droits de la 1re génération, vous avez les droits de la 2e génération, qui sont des droits non pas opposables à l'État, mais exigibles de lui. Ce sont les droits qu'on appelle les droits créances. Droits collectifs, droit à l'éducation, droit à l'information, droit à la santé, etc. Droits collectifs. Ces droits, donc, apparaissent comme des droits qui sont nés avec les révolutions bolcheviques et la révolution mexicaine. Et enfin, vous avez la 3e catégorie de droits, qu'on appelle les droits de la 3e génération, à la fois opposables à l'État et exigibles de lui.
et dont la mise en œuvre suppose la conjonction des acteurs du plan social. Droit au développement, droit à l'environnement sain. Et cet environnement sain, précisément développé par les conventions, par les constitutions des différents pays, se retrouve maintenant comme un système juridique que les États veulent absolument utiliser comme un moyen pour mettre en œuvre, ou protéger en tout cas, l'environnement marin. Et la Convention, dans sa partie 12, traite entièrement de cette question, mais de façon globale, de façon générale, mais un peu globale. Il y a, vous savez, comme vous le savez, 46 articles consacrés à cette question de l'environnement. Les règles applicables, comme vous le savez, sont de plus en plus internationalisées. Et, à mon sens, c'est un mouvement intéressant. Seulement, il faut, à mon sens, éviter l'aspect mythe sorélien. Vous savez, il y a deux mythes. Lorsque vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, vous lui dites ce que vous dites est un mythe que vous opposez à la réalité. Mais il y a l'autre mythe que dégage Georges Sorel dans ses réflexions sur la violence. Faisceau d'images motrices animant une action politique. C'est le mythe politique, le mythe mobilisateur. Lorsque vous dites peuple, personne ne répond, mais tout le monde fait attention. Et c'est ce genre de mythe, justement, qui, aujourd'hui, développe la notion d'environnement. Il faudrait maintenant lui donner un contenu qui transforme ce mythe en quelque chose, une nécessité nationale et internationale, et qui permette justement d'éviter ce qu'on appelait un peu le marché de dupes avec la fameuse COP21 de Paris. Nombre d'États s'étaient engagés à payer 100 milliards, alors qu'on avait besoin de 900 milliards, d'après le CDE. Et comme vous le savez, malgré la Convention de Paris, COP21, la COP22 comme la COP23, ont échoué purement et simplement. Les ressources ne sont toujours pas là. Il y a donc là quelque chose. Les États les plus pollueurs ont les meilleures intentions, mais les intentions jusqu'à maintenant ne donnent rien. Et il faut éviter, à mon sens, d'induire le mal du remède. Le raisonnement consiste à dire, puisque j'ai du vaccin, le malade a forcément la variole. Et c'est une façon, à mon sens, très facile de se dédouaner. À mon sens, et comme dit dans la guerre des Troie, Hector dit, je cite, « Nous savons tous ici que le droit est la plus puissante des écoles de l'imagination. Jamais poète n'a interprété la nature aussi librement qu'un juriste. » Fin de citation. Mesdames, Messieurs, Jean Giraudoux, dans Électre, nous offre ce dialogue édifiant. La femme Narcisse dit « Je sens, il se passe quelque chose, je me rends mal compte. Comment cela s'appelle-t-il lorsque tout s'écroule, que la ville brûle, mais que pourtant l'air se respire? Comment cela s'appelle-t-il lorsque les innocents s'entretuent, mais que les coupables agonisent au coin d'un jour qui se lève? » Électre dit « Demande au mendiant, il le sait. » Et le mendiant de dire « Cela a un très beau nom, femme Narcisse. Cela s'appelle l'aurore. » Je vous remercie. Merci. La lumière, nous en avons eu beaucoup. C'est du plaisir à vous écouter également. Je vais peut-être passer à la séquence questions directement. Peut-être pour permettre à nos amis de Nantes qui nous suivent, nous les remercions pour cette disponibilité et cette attention que vous prêtez à notre programme. Peut-être vous laisser la parole. S'il y a des questions, on va commencer par Nantes. Absolument. Et ensuite, on laissera le soin au public de Dakar de poser des questions s'il y en a. On a une demi-heure. D'accord. Est-ce qu'à Dakar, il y a des questions? Le discours nous a assommés. Pour d'autres après-midi aussi ensoleillés. Des questions? Le professeur a une question. Peut-être là? Le professeur a une question. Amir. On va laisser le corps professoral poser des questions. Professeur Amin. Malik Mbaye, j'étais étudiant ici en DESAMO, droit et sécurité des activités maritimes l'année passée, première formation. Je félicite le professeur de sa brillante exposé. Bon, ma question relève sur la pêche illicite non déclarée et non réglementée. Est-ce que réellement les États sont prêts actuellement, à l'heure actuelle, à rayer ce phénomène que tous les jours, tous les jours prend de l'ampleur?
Là, par exemple, on vous dit pratiquement les moyens, mais 100 000 tonnes, les moyens, mais est-ce que les États sont prêts, surtout africains, sont-ils prêts réellement à combattre ce phénomène? C'est une excellente question, cette question sur la pêche illicite. La vérité, c'est que les États n'ont pas toujours les moyens de faire face. Les États n'ont pas une police des pêches qui tienne la route. Comme vous le savez, avec l'avis du tribunal sur la question de la pêche illicite, l'Union européenne et les pays d'Afrique de l'Ouest ont mis en place ce fameux GOWAMER, où ils font maintenant des patrouilles conjointes. Et avec les patrouilles, l'autre jour, la dernière fois, ils ont épinglé 82 bateaux, dont 17 en infraction. Avant, les États en trouvaient 2 ou 3, les autres partaient simplement. Lorsqu'ils ont épinglé l'autre jour les bateaux chinois, sur les 8, le bateau qui avait la logistique est reparti tout de suite au large de Casamance. Donc, les États n'ont pas les moyens physiques de gérer l'affaire, n'ont pas de police des océans. Et comme vous le savez, le pays qui était le plus dynamique dans le domaine, c'est la Guinée-Bissau, mais la Guinée-Bissau n'avait pas les moyens. Et comme vous le savez également, les bateaux pirates ne sont pas des enfants de cœur. Lorsque le vaisseau, comment vous l'appelez, celui qui vient à raisonner, comment il s'appelle, le vaisseau rapide, lorsqu'il arrive avec 10 personnes au large, les gars ils font bousiller, ils le tuent purement et simplement. La preuve, d'ailleurs, le GOWAMER, le dernier, a donné son nom à un inspecteur guinéen qui était un brillant monsieur, qui était très ferme sur justement cette question des autres. Il y a également l'autre phénomène de l'inspecteur. Lorsque le monsieur a un revenu de 1500 euros et que le gars lui offre tout de suite 150 ou 1000 fois plus, pensez bien qu'il n'inspectera rien du tout. Et ça, c'est un vrai problème également. L'autre problème que j'ai découvert l'autre jour en rentrant de New York, c'est que beaucoup de bateaux pirates ont des complicités dans les administrations de nos pays. Parce qu'on a découvert que si vous mettez le canal 16, c'est le canal international. Et l'autre jour, dans le canal 16, il y avait 3 pays, je ne vais pas les citer, où les bateaux pirates parlaient à des officiers, à des hauts fonctionnaires de ces pays, sur des patrouilles justement à venir. Naturellement, si le bateau pirate sait qu'il y a une patrouille à venir, il se sauve, il se met en dehors de la zone économique. Le temps que le patrouilleur passe, et c'est un véritable problème. C'est pourquoi c'est bien ce qu'ils font maintenant, ce que j'ai vu faire à Dakar. Ils font des patrouilles sans l'indiquer à l'administration. Ça, c'est très bien. Se lever à 2 h du matin et foncer en mer, ça, c'est très très bien. C'est ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'on peut épingler justement les grands bateaux pirates. Il y a également le phénomène que mis en exergue la FAO, qui sont les ports de complaisance, tels que le port de Las Palmas. Beaucoup de bateaux maintenant ne retournent pas chez eux, se replient simplement sur des ports tels que Las Palmas. Et là encore, il faut que les États se donnent les moyens précisément de les épingler, y compris à Las Palmas. L'Union européenne a mis en place un système de traçabilité qui va peut-être beaucoup aider nos pays. Et je pense que toutes ces mesures prises, collées, plus les 17 principes de base de la convention de la FAO, si on met tout ça côte à côte, peut-être qu'on arrivera à bien gérer la pêche illicite. Mais le jour où ce sera bien géré, ajouter à ça le développement de nos pêcheurs artisans, si on les transforme en opérateurs économiques, nos pays se développeront en 2-3 ans. C'est ma conviction intime. Et ça, il faut les développer ici. Tout à fait. Ça va permettre aux États d'avoir besoin de... L'étudiant qui va parler avait fait un TD l'année dernière sur uniquement les avis. Il y a une question. Le moyen, c'est d'abord, de faire payer immédiatement l'amende. Comme vous le savez, depuis avril de l'année dernière, un pays comme le Sénégal a durci singulièrement sa législation dans ce sens. Le code de la pêche est extrêmement strict. Je vois ici un des concepteurs en face de moi. Ce code de la pêche est devenu très strict d'une part, et d'autre part, la récidive peut engendrer la confiscation du bâtiment. Et ça, à mon sens, c'est singulièrement dissuasif. Ce qu'il faudrait, malheureusement, c'est que l'ensemble de ces pays soient unis dans ce sens. Et c'est pourquoi, comme vous le savez, depuis 3 semaines,
il y a une réunion ici à la Commission sous-régionale des pêches qui réunit les 7 pays membres de la sous-commission, justement, d'Afrique de l'Ouest, pour harmoniser les législations dans ce sens. J'espère justement que le jour où nous terminerons ce travail, ça va être extrêmement utile à nos pays. Il y a également le fait que des pays comme les États-Unis et le Japon sont en train d'aider au maximum à se doter de moyens de patrouille. Et ça, à mon sens, ça va être extrêmement utile dans les années à venir. L'autre problème, à mon sens, c'est de faire en sorte que les bâtiments qui étaient les plus grands pirates avant viennent prendre les pavillons des pays de la sous-région. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que beaucoup de bateaux qui étaient connus pour étant des bateaux vraiment pirates qui faisaient la pêche illicite, maintenant viennent se mettre sous la coupe de nos États, sous les pavillons de nos pays. Et naturellement, ils sont un peu assimilés à des structures nationales. Et ça, je ne sais pas comment le régler. Peut-être qu'il faudrait exiger davantage au plan peut-être des impôts, au plan fiscal, je ne sais pas encore. Mais je vois que les experts de la place sont en train de réfléchir à ça. Mais effectivement, comme vous le dites si bien, les bâtiments sont identifiés et les États sont de plus en plus stricts dans ce domaine. Et je pense que c'est bon signe. Merci. J'avais eu le plaisir au mois de mars d'aller animer pour les 19 pays de cette golfe de Guinée, justement au nom du tribunal, cette question précise de délimitation. Comme vous le savez, il y a une grosse affaire qui oppose aujourd'hui le Gabon et la Guinée équatoriale, l'affaire de l'île Mbagnier. Et j'avais eu le plaisir de faire l'intermédiation entre ces deux États. Je pense que c'est une question extrêmement importante que vous posez. Mais il se trouve qu'actuellement, étant donné la nature des ressources disponibles, qui n'étaient pas connues avant, il faudrait que les États fassent du bilatéral d'abord, pour arriver à être de bons voisins et éviter précisément que des initiatives unilatérales créent des difficultés, comme ça a été le cas de l'île de Mbagnier. Je pense qu'il faudrait commencer par recréer la confiance au plan de la CEMAC, que les États se dotent d'abord avec le COREP, avec les Anglais appellent ça confidence building measures. Il faudrait mettre en place des mesures de confiance de façon à regarder dans la même direction d'abord. Ensuite, utiliser le bilatéral pour arriver, à mon sens, à une solution qui soit acceptable, qui ait la faveur de l'ensemble. Mais je pense que pour le moment, il vaut mieux passer par la convention, par la délimitation conventionnelle. Le cas de l'île de Mbagnier, comme vous le savez, est devant la Cour de l'Aïe depuis maintenant 3 mois. Mais pour le reste, je pense qu'il vaut mieux négocier. Le Cameroun est en train de bien négocier avec la Guinée équatoriale, par exemple. J'ai reçu la dame qui vient travailler pour la Nippon Foundation. Elle est bien avancée dans sa recherche. Je pense qu'il vaut mieux faire du bilatéral pour le moment, pour éviter que les étrangers viennent piller les ressources de la place. Je ne sais pas, je ne veux pas entrer dans les détails, mais suivez mon regard. Là. Ce que font les multinationales, c'est pas très brillant. Mais si ça vous intéresse, lisez l'article que j'ai écrit pour la revue indienne de droit international, The Judge Maritime Delimitation in the Great Area. Il y a là 60 pages, peut-être qui pourront vous être utiles. Et c'est publié en même temps par la revue allemande qui s'appelle Springer. Si vous mettez mon nom et le Judge Maritime Delimitation, vous aurez certainement cet article. Si vous étiez au Sénégal, je vous l'aurais offert. Mais voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je vous en prie. Est-ce que vous voulez savoir s'il y a un défi plus prioritaire? Alors, il y a 2 défis, à mon sens, aujourd'hui, extrêmement prioritaires. C'est le défi de la ressource génétique, qui est encore inconnu. Comme vous le savez maintenant, les grands États dans le monde, en particulier les 24 pays de l'OCDE, sont en train de se doter de structures scientifiques pour connaître le dossier, d'une part. Et l'autre élément fondamental, c'est le défi du changement climatique. D'où jour en jour, on découvre des choses liées au changement climatique. Tout à l'heure, la dame a posé la question sur la délimitation. Il faut savoir simplement, par exemple, que pour la zone de l'Afrique centrale, de la zone du golfe d'Afrique centrale et du golfe de Guinée,
l'augmentation du niveau de l'océan a fait disparaître beaucoup de hauts fonds découvrants. Et ces hauts fonds découvrants permettaient justement de déterminer les lignes de base. Hein, je ne sais pas si je dessine ça, je ne sais pas si elle pourra voir. Comme vous le savez, lorsque vous prenez un pays comme le Sénégal, par exemple, vous avez la façade maritime, vous avez les hauts fonds découvrants et les îles. Vous mettez en place ce qu'on appelle le lissage d'abord, avant de tirer la zone. Et ce qui se passe avec l'augmentation du niveau de l'océan, par exemple, c'est que tous ces hauts fonds découvrants sont partis. Et donc, vous n'avez plus à proprement parler de ligne de base ou de point de base. Et c'est un véritable problème pour la zone d'Afrique centrale. Et donc, à mon sens, une bonne connaissance de la génétique, des ressources génétiques et des conséquences du changement climatique peuvent être, à mon sens, sont des défis absolument prioritaires. C'est pourquoi, d'ailleurs, c'est au niveau de l'agenda de tous ces États maintenant. Si vous regardez les rapports du secrétaire général des Nations Unies tous les ans maintenant sur les océans et les droits de la mer, vous avez ces deux défis maintenant en permanence. L'autre défi qui me paraît déterminant, dont je n'ai pas parlé ici, c'est le défi que j'ai utilisé au niveau des juges de la Haye et du tribunal pour le 20e anniversaire dont il parlait. C'est la violation systématique maintenant de certaines dispositions de la Convention par des États puissants. Et ça, c'est un véritable défi à relever. Parce que si les États ne se donnent pas les moyens aujourd'hui d'utiliser la partie 15 et de régler les différends maintenant, c'est la gouvernance même des océans qui est en jeu. Parce que beaucoup d'États ont tendance à augmenter leur mer territoriale, donc en violation de l'article 3 de la Convention. Beaucoup d'États ont tendance à élargir leur zone contiguë, parlant de douane, en violation de la Convention. Beaucoup d'États actuellement sont en train de violer l'article 94 sur la question de l'état du pavillon. Et toutes ces questions sont des questions stratégiques qui ont des conséquences économiques absolument incroyables. Et à mon sens, les États doivent, c'est ce que j'ai indiqué l'autre jour aux États à New York, les États doivent aujourd'hui se donner les moyens de mettre en œuvre la Convention dans sa partie 11 pour éviter précisément qu'il y ait des conflits directs. Et ça, c'est un véritable risque. Mais les États n'y pensent pas. Je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire qui a opposé la Chine et les Philippines dernièrement devant la Cour permanente d'arbitrage. C'est la question justement du Dan-Bash, du Dash Line. C'est exactement le même problème que ça va poser, en particulier cet article 121 sur la nature des rocs et des îles. Et ça, ce sont des défis que, non pas les États, mais la communauté internationale elle-même devra gérer si on veut que cette convention continue à être crédible. On passe tous les ans à célébrer la convention. Il faudrait que les États veillent à sa mise en œuvre propre, à sa mise en œuvre sans aspérité. Et ça se garde. Ça va? Franchement titulaire d'un master en droit et sécurité des activités maritimes océaniques. Vous avez eu à parler de délinéation. Oui. Et ce terme a été utilisé dans la récente décision rendue par le TIBM dans l'affaire opposant le Ghana et la Côte d'Ivoire. Et ce glissement linguistique, je souhaiterais savoir ce que ça charrie juridiquement et si on pourrait l'assimiler aussi à la délimitation. Et c'est le premier volet de la question. Et le second volet, c'est si cela ne cristalliserait pas une concurrence entre les compétences de la Commission des limites du plateau continental et le TIBM. Merci. Il y a un commentaire des gens de British Yearbook of International Law. Le monsieur Björn Kunoy, le représentant, le conseiller juridique de la Norvège, qui a été très gentil avec moi, qui dit que j'étais le seul juge raisonnable sur cet aspect. Alors j'ai dit, je ne sais pas c'est quelle base il se situe pour le dire, mais effectivement, il a le même point de vue que vous. La délinéation, à mon sens, c'est un raccourci pour dire détermination de la limite extérieure du plateau continental au-delà de 200 000 marins. Alors, les Français maintenant sont de plus en plus mondialisés, ils sont de plus en plus réalistes. Lorsque les juges, je vous rappelle que dans l'affaire qu'on vous citez, le président de la Cour internationale de justice se trouve être un Français, Ronnie Abraham, qui était le conseiller juridique du Quai d'Orsay pendant 15-20 ans. Il vient d'être élu d'ailleurs hier à New York comme juge de la Haye. Il était dans le jury avec mon ami Boelem Bouguetta, qui était l'ambassadeur de l'Algérie ici, qui était au Sénégal, qui était le président de cette chambre spéciale. Delineation, c'est un peu, effectivement, c'est le moyen commode de dire
d'importer le terme anglais pour dire détermination de la limite extérieure du plateau continental au-delà de 200 000 barils. Il faut être extrêmement français par rapport à ce genre de choses. Alors, de plus en plus, donc, on le voit dans la doctrine française même, on utilise le terme délinéation. C'est même de même que le contrat d'État. On disait avant contrat passé par un État et une personne privée étrangère. Maintenant, on seulement dit contrat d'État. Le Prosper Veil français, qui est un brillant sujet de droit international, un des meilleurs spécialistes de la délimitation dans le monde, justement, à force a dit il vaut mieux prendre ce terme anglais, state contracts, plutôt que contrat passé par les États et les personnes privées. C'est exactement ça. La délinéation ne change rien au régime juridique applicable. Et ça, il faut le savoir comme tel. Lorsque les gens de Virginie sont venus demander au juge de faire la conférence sur ces aspects, il est effectivement apparu que delineation ne pouvait que traduire ce que l'article 76.8 de la Convention dit. Donc, du point de vue du régime juridique applicable, il n'y a pas, c'est strictement la même chose, et je pense que c'est plus commode. Lorsque vous avez à écrire sur les questions de délimitation et que vous en arriviez à la délinéation, le fait d'expliquer le régime de l'article 76 et suivant de l'annexe 2 de la Convention, en utilisant à chaque fois la périphrase détermination de la limite extérieure du plateau continental, je dois dire quelque part vous souffrez. Et je suis bien content qu'on parle maintenant de délinéation. Et je suis absolument un des ardents supporters de delineation. Et je chahute souvent mon collègue de droit, le français Jean-Pierre Cotte, l'ancien ministre français, c'est mon collègue au tribunal, je le taquine toujours, il n'y a que les Français pour avoir des périphrases aussi longues pour dire des choses aussi simples. Mais il y avait une deuxième partie de la question. Le TDM et alors, la commission de délimitation et le tribunal international. Oui, le conflit de compétences. En fait, la commission des limites du plateau continental est une commission technique. Beaucoup ont pensé, effectivement, et c'est ce que j'ai dit dans l'avis dont il a parlé, j'ai fait une longue opinion de centaines de pages sur cet aspect justement des choses. Parce que notre tribunal veille sur la Convention, mais pour tout ce qui est technique, c'est l'avis de la recommandation de la Commission qui est opposable à tout le monde et qui est obligatoire. Donc, j'ai dit dans le papier que le tribunal n'a pas à se mêler de choses qui ne le regardent pas. Il se trouve qu'il faut qu'il y ait deux prétentions concurrentes pour qu'on puisse délimiter. Tandis que la délimitation procède d'une volonté d'un État de demander à une structure technique de lui dire où va, jusqu'où s'arrête sa délinéation. Donc, le tribunal ne peut jamais contredire la commission. C'est pourquoi beaucoup pensent d'ailleurs que lorsqu'il y a conflit de compétences possible, la commission devrait saisir le tribunal pour un avis. Et dans l'affaire de la ressource génétique dont je viens de parler, il y a cette proposition de Nouvelle-Zélande, dans ce qu'on appelle le non-paper, demandant justement à toutes les institutions instituées de demander au tribunal des avis sur ces questions qui peuvent donner des conflits de compétences. Mais jusqu'à maintenant, il y a eu ce précédent dans l'affaire Malaisie, comment ça s'appelle, dans l'affaire Myanmar-Bangladesh, mais le tribunal a dit simplement nous ne pouvons pas changer le plateau continental. Et j'ai dit dans mon article, dans mon papier, dans mon avis sur cette affaire, que le tribunal n'a pas à déterminer jusqu'où ça va, puisqu'il ne le sait pas. Le tribunal dit simplement continuation de la ligne jusqu'au niveau où on touche les intérêts des États tiers. Mais ces intérêts, on ne les sait pas, on ne les connaît pas. Et c'est pourquoi j'ai pensé qu'il fallait être plus prudent, ne pas se mêler des choses qui ne regardent pas. Mais sur ce point, j'ai été mis en minorité. C'est pourquoi j'ai écrit ce papier pour contester. Heureusement que les Britanniques m'ont donné raison, c'est déjà ça. Une toute dernière. Oui. Il va falloir qu'on pense à lever l'encre, parce que la meilleure des symphonies, c'est celle qui ne se termine jamais. Oui, on va revenir pour d'autres conférences s'il le faut, mais on prend une dernière question. Bon, on donne la parole aux gens de tenue, aux hommes de tenue. Colonel, vous avez la parole et puis on arrête. Touré, d'avoir bien voulu privilégier les forces de défense et de sécurité, vous poser
leur dernière question. Moi, j'interviens à ma double qualité d'homme de tenue et d'ancien auditeur du Centre Renmar. Donc, ma question est relative... je voudrais féliciter d'abord le professeur Tafsir Malik d'avoir bien voulu nous entretenir de cet important thème et féliciter en même temps notre ancien professeur Ibrahim Khalil Diallo qui a bien voulu nous former à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. La question que je voudrais poser est relative justement à l'exploitation pétrolière au Sénégal. Inch'Allah, le Sénégal sera bientôt producteur de pétrole si les tendances sont bonnes. Et les projections sont pour 2021. Et justement, cette exploitation aura une double connotation environnementale et économique. Et je voudrais attirer votre attention sur le caractère économique justement de ces exploitations. Dans la mesure où le Sénégal a opté pour un processus de contrat de partage de production. Et à ce niveau, je voudrais poser la question de savoir quelles sont les orientations que le professeur aura bien voulu nous donner, nous, forces de défense et de sécurité, pour la maîtrise justement de ces quantités et pour les éléments liés à la protection justement de notre espace marin. Voilà la question que je voulais poser. Je vous remercie. Merci. C'est une question extrêmement importante. Je vois ici des drafters. C'est une question extrêmement importante. Je me souviens avoir prêté ma plume en 85, ensuite c'est 98 par la suite, sur justement le code pétrolier du Sénégal. J'ai fait pour le code minier, ensuite le code pétrolier. Je pense qu'il y a beaucoup de bruit au Sénégal sur cette question de gaz et de pétrole. Beaucoup de bruit pour rien, les gens ne sont pas au fait de ce qui se passe réellement. J'ai reçu le jour les Britanniques dans ce sens. Aujourd'hui, effectivement, la tendance c'est que le pétrole devrait être jouable dans 3-4 années. Mais si on me demande mon avis, et c'est ce que je vais écrire pour éviter la damnation dont je parle dans l'ouvrage, le Sénégal n'a absolument pas besoin maintenant d'utiliser son pétrole. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, comme disent les géologues, le prix du baril est en subsidence totale. Il faut $49 pour le baril. Pour que le pétrole du Sénégal soit rentable, il faut que le baril soit à 112 ou 90 au moins. Et ça, ce sera seulement que dans 15-20 ans. Donc, il ne faut absolument pas créer de mauvaises illusions. En revanche, le Sénégal doit absolument développer à fond son gaz. Parce que, effectivement, tous les métiers du gaz, il y a à peu près 26 à 30 métiers, là, effectivement, tout est à venir et le pays peut être très vite une puissance dans le monde. Mais encore une fois, le pétrole, à mon sens, il ne faut pas y toucher. Il faudrait refuser même de donner des permis à qui que ce soit maintenant. Parce que ça ne sert à rien. Vous le savez, en termes stratégiques, aujourd'hui, les gens veulent des permis parce que pour l'exploiter dans 15-20 ans. Hein, vous savez, celui qui a annoncé les 2 guerres mondiales, un brillant sujet britannique qui s'appelle Plumer, a écrit quelque chose de magnifique qui dit « Raw material or war material ». Matière première ou matière de guerre. Et c'est exactement ça. Les gens se disent, il reste 28% du pétrole dans le monde, qui est non identifié, non géré. Nous allons nous employer à récupérer les permis disponibles dans le monde. Comme ça, nous serons les grands joueurs dans les années à venir. On appelle ça les majors. Il faut le refuser à mon sens. Il faut absolument se dire, un pays comme le Sénégal, nous arrêtons tout. 1. 2. Si vous regardez la nature des conventions de base et les contrats de base, vous avez parlé de production sharing. Les conventions sur le code pétrolier du Sénégal étaient conçues dans une période de promotion du bassin sédimentaire. On avait besoin de gens pour venir faire l'exploration et l'exploitation. Maintenant que l'exploration a donné des résultats probants, on n'a plus besoin de nous fatiguer. Ce sont aux autres de venir nous courir après. Il ne faut plus rentrer dans cette logique parce que c'est ça le grand piège. Les gens consentiront à vous donner de l'argent pour récupérer vos permis et quand ils viendront les exploiter, vous ne pourrez plus rien. Ce sera déjà fait. Donc le production sharing aujourd'hui, le gars qui met sa bille aujourd'hui, cette bille sera 10 fois plus chère lorsqu'il faudra produire. Et de ce côté-là, je pense qu'il faut être absolument égoïste, dire le pétrole, c'est pour les Sénégalais, c'est pour nos petits-enfants. Le gaz, en revanche, vous pouvez l'utiliser. Merci. Merci. Merci, professeur. Nous arrivons au terme de cette session.
Je voudrais remercier tous les étudiants, tous les partenaires, tout le corps professoral qui a bien voulu se mobiliser au cours de l'équipe pédagogique du Centre-Enmar. Et encore une fois et une dernière fois, remercier le professeur Tafsir Malik Ndiaye pour sa brillante prestation. Je voudrais, avant de vous convier au cocktail qui va se dérouler à côté, lui remettre symboliquement un cadeau. Non. Mais qui est surtout un sac. Un sac, c'est pour qu'il nous amène d'autres provisions pour une conférence. Merci, professeur. Il faut remercier les gens de Nantes. Merci, Nantes, et à très bientôt pour d'autres séances. Bonne soirée. On se retrouve en bas pour le cocktail. Mettez au nom de l'équipe. C'est un symbole, mais comme on dit, c'est lourd de signification. Merci. Merci. Le plaisir était pour moi. On va passer par là. En Californie, j'ai regardé les On a déjà fait des photos. Avec ma soeur.